Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Aurélien. Bonjour Léo. Comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, très bien, merci. Ravi d'être avec toi. Ouais, écoute, ravi également. Tout à l'heure, on a déjeuné dehors. On est début octobre à l'heure où on enregistre et il fait 30 degrés à Lyon. Tout va bien. Ouais. On aime bien. C'est un peu chaud, mais bon, écoute, on fait avec. C'est le cas de le dire. Et là, j'aurais pu lancer mon petit tambour. Écoute, ravi d'être avec toi. On se connaît depuis un bon moment et je suis ravi de faire ce podcast avec toi sur un sujet assez intéressant, assez, je pense, innovant dans le sens où on n'en parle pas trop de ce sujet dont on va aborder, le sujet du slow recrutement, du recrutement lent. Tu vas me dire comment est-ce que tu veux qu'on l'appelle. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme tu sais, j'ai des petites questions pour toi. La première, en 1 minute, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu Aurélien ? Que fais-tu dans la vie ? Eh ben écoute, moi c'est Aurélien, Léo, je suis lyonnais, je suis trop proche de la quarantaine à mon goût, mais c'est comme ça. Ancien communicant qui a fini par basculer dans le recrutement depuis 7 ans maintenant. J'ai eu l'occasion de recruter des profils très différents, principalement pour des entreprises de moins de 100 collaborateurs et ça me plaît beaucoup. Et aujourd'hui je bosse chez Avisio, c'est un one-stop shop RH qui grandit vite et bien. Alors, je ne sais pas si tu es à l'aise avec le concept. Le one-stop shop RH, il faut que tu expliques, je pense. Alors je connais Avisio, donc je suis à l'aise, mais des gens qui ne t'écoutent pas, c'est quoi un one-stop shop ? C'est, écoute, moi aussi, j'ai un peu de mal avec le concept. Mais finalement, tu vois, quand je nous vois évoluer, je pense qu'il prend vraiment tout son sens. En fait, on propose aux entreprises en croissance un ensemble de services qui sont très spécialisés et qui couvrent 3 métiers de la sphère RH et People. Le recrutement en mode cabinet, donc sur Paris, en région et spécifique au métier tech. Mm-hmm. On a le management de transition et l'expertise partagée dans laquelle je suis actuellement, donc avec d'autres recruteurs, des DRH qui sont très expérimentés et des sales ops récemment. Voilà. Okay. Donc l'objectif de tout ça, c'est unir nos forces pour apporter la bonne ressource au bon moment et pour le bon projet. Tu vois, on a l'exemple d'une entreprise qui illustre plutôt bien ce que l'on fait et pour qui j'ai déjà d'ailleurs réalisé une mission, c'est Betterway. Donc c'est une start-up parisienne qui grandit aussi plutôt bien et tu peux retrouver évidemment tout ça sur notre site si tu veux en savoir plus. En plus, récemment mis à jour la page client avec les centaines et les centaines de clients que vous avez. Donc, exactement. C'est bon, t'as vu, je suis au courant de tes actus business. Carrément. C'est bon. Trop bien, merci pour ça. Et est-ce que tu pourrais me dire brièvement, c'est quoi une chose que tu aimes dans la vie ? Ça peut être pro ou perso ? Ok, ça sera perso, ça sera très basique aussi, mais c'est le football du coup. Donc c'est rien d'innovant en soi. Tu joues depuis combien de temps ? Alors je le pratique moi depuis que j'ai 5 ans, donc sans interruption, dans le même club. Alors c'est un petit club sans prétention, et c'est vrai que c'est une grosse histoire de famille derrière tout ça. Et mon fils s'y est mis depuis ses 5 ans également, et on verra jusqu'où il ira, mais je lui souhaite une meilleure carrière que son père. Bon, c'est meilleur, c'est dans le sens où est-ce que tu es content, est-ce que tu aimes quand tu joues au foot je kiffe, évidemment. Voilà. Du coup, tu as une meilleure carrière. Ouais. On pourrait dire. C'est vrai, je suis d'accord. C'est beau. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas dans la vie ? Du coup, le rugby Non, j'aime beaucoup le rugby aussi. On est en pleine Coupe du Monde là, donc je regarde tout ça de près. Non, ce que j'aime pas, alors c'est très basique aussi, mais c'est je n'aime pas vendre et je n'aime pas me vendre. Voilà, c'est très perso. Okay. Je préfère parler justement de ce dont je suis pleinement convaincu moi-même que de vendre, même si on va dire qu'il y a une forme de vente derrière tout ça. Mais voilà, c'est plutôt dans ma perso et c'est comme ça. On en parlait ce midi, le fait de se vendre, ça peut être toujours très compliqué quand on n'aime pas trop faire ça. Est-ce que tu as ramené du coup un objet fétiche qui du coup est un objet que tu aimes, que tu utilises régulièrement et pourquoi ? Ouais. Écoute, je t'ai ramené ça, Léo. Je sais pas si ça te parle ou pas du tout. Je dirais que c'est une balle anti-stress noire avec des picots.
Pas loin, c'est une balle de massage. Et qu'on soit bien d'accord, j'essaie pas de faire passer un quelconque message. Hein. Il faut masser ses candidats. Non. Trop chelou. Justement, pas du tout. Je pense d'ailleurs qu'on fait un métier, tu vois, j'intègre les RH dedans, où on pense beaucoup plus aux autres qu'à nous. Mais en soi, c'est un petit objet qui me permet de lâcher prise, justement. Tu vois, on peut en effet s'amuser avec, et ça me permet aussi de me remettre des coups que je prends le week-end en match par la même occasion. Donc du coup, petit objet sympa, mais voilà, qui me permet justement de me détendre et de passer à autre chose. Tu peux aussi dire que c'est un ballon et que du coup quand tu es au bureau tu joues au foot comme ça à la pause en fait et que tu fais semblant de dire que c'est une balle de massage. Ouais, alors du coup tu l'as pas, tu vois, t'as pas appuyé dessus, mais elle est quand même, elle est petite rigide. Et puis elle est très dure. Donc du coup tu la lances dans tes collègues quand ils te saoulent. C'est ça, ça peut être ça. Self-défense. Ok, merci pour cette petite intro Aurélien, trop chouette. J'espère que les gens qui s'écoutent se disent trop cool, l'épisode va être bien parce qu'il parle de foot et de balles de massage et de exploser ses collègues, ça on aime bien, c'est plutôt pas mal, c'est un bon début. Aujourd'hui on parle du coup de slow recrutement, donc là le terme est... Les gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Alors c'est pas un nouveau truc à vendre ou à acheter, c'est pas une nouvelle tendance, c'est plutôt une philosophie, un mode de travail dont tu vas nous parler. Pourquoi du coup c'est important? Qu'est-ce que c'est? On va voir du coup tout ça ensemble. Du coup j'ai assez hâte de voir ce que tu as à nous raconter. D'abord pourquoi ce sujet? Quand on a parlé ensemble de préparer cet épisode, tu m'as dit bah moi j'ai envie de parler de slow recrutement. Du coup je t'ai fait une tête un peu mais quoi donc? Pourquoi ce sujet? Alors justement c'est un terme comme tu l'as dit, qu'on ne voit pas habituellement. C'est un terme que je me suis un peu approprié, mais que tu as déjà utilisé bien avant moi, du coup, Léo, parce que tu avais animé en 2019, je crois, un atelier Trou Paris, où tu parlais déjà de cette notion autour du nurturing et de l'expérience candidat. Avec Arnaud Potier aussi, je crois, de mémoire. Voilà, peut-être. Avec très chouette. Bah, écoute, justement, en effet, sur des sujets qui étaient plutôt déjà assez innovants en 2019, parce que le nurturing, l'expérience candidat, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je pense qu'on aurait pu d'ailleurs appeler ça le low recrutement, tu vois, ou comment dépenser moins d'énergie. Comme les low-tech un petit peu. Exactement, sans faire une croix nécessairement sur les objectifs fixés. Pour moi, le slow recrutement, c'est un peu mon étoile polaire du moment. C'est un bon moyen de me rappeler qu'on peut sortir un peu de cette sorte de frénésie du toujours plus vite. On en a parlé aussi un petit peu à midi, mais dans laquelle le métier du recruteur, et pas que d'ailleurs, semble un peu coincé, tu vois. Moi, je vais essayer en tout cas de défendre un point de vue qui est celui d'un recrutement qui est plus réfléchi et forcément peut-être même plus performant. En tout cas, un recrutement qui répond à une nécessité. Et tu me connais un petit peu, Léo, forcément. Moi, je n'ai absolument rien contre les volumes ou la rapidité. Je suis à Visio sinon. Ouais, complètement. Je serais déjà largué depuis un moment, en effet. Mais l'idée, c'est d'y associer de la cohérence et de l'efficacité. Là, aujourd'hui, je m'éclate dans une mission et on en reparlera pour BPCEIT. Je suis donc sur un objectif volumique de 130 recrutements à réaliser cette année. Que toi? Que moi, exactement. En partenariat, en effet, avec plusieurs RRH, mais la porte d'entrée, c'est moi. Et pour le coup, je ne suis pas nécessairement le dernier à chercher des solutions qui vont me permettre de gagner du temps, évidemment. Mais c'est plus ça ma principale préoccupation. Et c'est ce que je voulais défendre au travers du slow recrutement, justement. Pourquoi, du coup, tu penses, Aurélien, qu'on ne prend pas assez le temps de la préparation, notamment au tout début d'un process, c'est là où souvent on va vite. Tu as un manager qui va arriver. Bonjour, tu dois recruter pour hier 130 personnes. Pourquoi est-ce que, du coup, tu penses que c'est important de prendre le temps au tout début d'un recrutement? Alors, je me dis qu'on a encore justement déjà tendance à subir cette fameuse relation que tu évoques avec nos managers, alors que c'est justement de notre rôle d'affirmer une expertise et d'oser prendre les devants auprès d'eux. Je vais sûrement passer pour un dinosaure, mais lorsque j'ai mis mon petit pied dans le monde du recrutement, j'étais bien moins exposé que je ne le suis actuellement et je pouvais me contenter de jouer les passe-plats. Et c'est habituellement ce que l'on retrouve aussi dans le secteur, malheureusement, c'est-à-dire faire avancer mes candidats, simplement. Et en vrai, je me suis rendu compte que je faisais tout sauf du recrutement. Et ça me paraissait aussi facile que peu stimulant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai traîné ma pseudo-reconversion pendant 2 ans. Parce que j'étais en effet pas du tout nourri de ce que je faisais et de ce qui m'intéressait. C'est-à-dire vraiment comprendre ce que je faisais, quoi. Et d'aller chercher un vrai sens à mon action. Ouais, c'est ce que tu dis, souvent quand tu es recruteur, recruteuse, on te balance plein de demandes en permanence, notamment genre dans des environnements comme dans des ESN ou des CAB, où tu es vraiment une machine à closer, et pour le coup là tu es loin du slow recrutement, tu es sur le fast, super rapide recrutement, et tu pas le choix de faire autrement, quoi. Ouais, tout à fait, et tu vois, alors c'était pas nécessairement une slow reconversion de mon côté, j'ai mis en effet 2 ans avant de vraiment prendre le pas vers les métiers du recrutement, mais je me sentais pas suffisamment armé pour me lancer dans un métier qui aujourd'hui a fortement évolué. Justement, côté contexte notamment, on se rend compte qu'il n'y a pas
plus de barrières aujourd'hui à l'entrée pour faire ce métier. Mm-hmm. En soi, c'est pas une critique, mais on se rend compte que ça va de pair aussi avec le fait que le recruteur n'est pas mieux considéré. Et comme tu le disais, dans certains univers, on donne très peu de base à ces recruteurs pour qu'ils puissent faire leur activité, complètement. On a justement cette activité qui tarde à se professionnaliser aussi, dans lequel il est difficile de bien se former. Et là, je fais une petite parenthèse. Ce que vous faites avec Élise et d'autres, je pense à Hélène notamment, ça vaut quand même de l'or, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte à quel point ce métier est vraiment très riche. Et pour autant, côté entreprise, on se rend compte aussi que l'acte de recrutement est encore fortement minimisé, alors qu'il est loin d'être anodin, que ce soit de leur côté d'ailleurs ou du côté candidat. Et ce qui explique notamment que dans le métier, l'image du passe-plat reste quand même bien ancrée. Et en effet, dans ce contexte, on n'a pas d'autre choix que de foncer tête baissée pour espérer avoir des CV à faire passer, justement, parce qu'ils n'arrivent plus tout seuls, contrairement à l'époque. Et quand tu n'es pas préparé, quand tu n'es pas outillé, et qu'avec un peu de chance, tes candidats te fuient à cause des anciennes pratiques de ta boîte dans laquelle tu es, ça peut vite devenir très très compliqué. Donc du coup, ce que tu dis, c'est que si tu fais pas du coup du slow recrutement et que tu continues à jouer ce rôle de passe-plat, en fait, ça marche pas tout simplement le recrutement. Qu'est-ce qui marche pas? C'est quoi les conséquences négatives de ne pas faire du coup tout ça et de faire du coup du fast recrutement? Ouais, alors il n'y a pas nécessairement de méthode en soi, hein, comme tu l'évoquais, c'est avant tout une philosophie et principalement côté entreprise, c'est la frustration parce qu'on a certaines d'entre elles qui pensent encore qu'il est quand même assez facile de recruter. Hein. Je ne fais pas de généralité, elles sont heureusement de plus en plus nombreuses à vouloir être accompagnées dans la structuration et la croissance de leur activité. Mais je pense qu'il y a quand même un écart à combler. C'est surtout côté recruteur qu'on voit du coup en effet les conséquences de tout ça et de ce que tu évoquais, de ces fameux univers qui encouragent à aller toujours plus vite. C'est qu'on peut vite perdre pied, être découragé, voire même dégoûté du métier. C'est malheureux, mais j'ai co-modéré avec Pauline en mai dernier un atelier à la NCDR à laquelle tu étais également présent. Et il faut y aller. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup d'occasions dans l'année de constater qu'on n'est pas les seuls à galérer. Donc c'est toujours des événements assez riches. Et là, le thème que l'on co-animait ensemble, c'était voilà ce que tu dois savoir en t'embarquant dans le recrutement. Et pour le coup, j'ai été très surpris par le nombre de retours de recruteurs qui étaient quand même des profils juniors qui nous ont dit je ne m'attendais pas à ça en parlant du métier. Ils se sont retrouvés pour la plupart, tu vois, propulsés dans un univers justement qui ne les laisse pas souffler. Et ça génère donc de la perte de sens, de motivation pour le métier. Et ce n'est pas pour rien que l'année passée, tu vois, un recruteur sur 3 voulait changer de voie. Je ne sais pas si tu as vu ce chiffre. Stat, elle était incroyable. Ça m'avait traumatisé de dire ça. En même temps, tu la comprends parce que les gens ne sont pas formés, pas outillés, pas prêts à ce qui va se passer. Et en fait, c'est un job où, en début de carrière, tu es confronté à des gens qui ont le double de ta seniorité dans l'entreprise, des gens qui se connaissent dans leur métier. Toi, tu arrives et tu te découvres en mode vas-y, recrute tout. C'est très dur. Et tu n'es pas forcément aussi légitimé. Dans beaucoup de boîtes, le recrutement, c'est pas mis à sa juste hauteur. Donc, ouais, je comprends tout à fait ce retour. Mais voilà, il faut rester. Si vous êtes un jeune recruteur, recruteuse, que vous écoutez cet épisode, il y a plein de choses qui se passent et on en parlait encore ce midi, mais le recrutement est en train de beaucoup évoluer, d'être légitime, d'être mieux payé avec des formations qui existent et donc au final c'est intéressant. Trop bien. Donc du coup les conséquences c'est plus pour les recruteurs et recruteuses qui en fait deviennent tarés quoi. Oui, et quittent le job, arrête. Donc en effet les recruteurs et les recruteuses, le risque c'est qu'ils partent et ça on n'a pas envie parce que c'est un métier qui est quand même très chouette, c'est un des meilleurs métiers notamment en début de carrière. L'autre jour j'ai un prof à HEC qui me disait que il mettait plus le paquet sur le recrutement et ils se sont dit il te disait aux étudiants lancez-vous dans l'entrepreneuriat via le recrutement parce que c'est un des jobs où vous êtes exposé à plein d'environnements différents, à plein de métiers différents et il n'y a rien de mieux pour comprendre l'entreprise que de faire du recrutement ou des RH. Tout à fait. Ce qui est genre ouf quand tu y penses. Est-ce que du coup sur cette phase de préparation tu aurais du coup des choses à faire, une sorte un peu de to-do list, tu vois, de checklist avant du coup de démarrer un recrutement, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors justement, j'ai une base qui est quand même assez complète, mais que je suis encore en train de peaufiner. J'ai justement un peu plus de recul désormais chez Avisio pour le faire. Et c'est vrai que je pourrais d'ailleurs la transposer pour aider à la prise de décision dans le cadre d'une recherche d'emploi, justement pour un recruteur. Grosso modo, c'est 4 volets qui m'aident à appréhender dans quoi je vais mettre les pieds. Donc le premier volet, il est évident, ce sont les gens. C'est comprendre en interne ce qu'ils font, comment sont organisées les équipes. Vais-je devoir recruter en urgence sur des postes en souffrance et pour quelles raisons? Du coup, je cherche là un historique et les premières infos qui m'aideront à prioriser. Qui recrute habituellement ou qui va m'accompagner dans les recrutements? Donc ça, c'est évidemment un point important pour la collaboration. Sur les profils à recruter, qui sont ceux qui performent le plus potentiellement et pourquoi? Et là, on commence à se pencher justement sur des critères qui feront la réussite du job à pourvoir. Et puis, donc, quelles sont les autres parties prenantes avec lesquelles je vais devoir collaborer, communication, RH, parce que comme tu l'as dit, on est dans un métier qui touche à énormément de facettes et donc c'est toujours important aussi de pouvoir
faire avancer la collaboration sur d'autres métiers qu'uniquement le recrutement. Bien sûr, c'est une des raisons pour laquelle c'est hyper dur ce job, c'est que en fait, ta réussite dépend de plein d'autres gens. Carrément. Ça dépend des collègues, ça dépend des hiring managers, ça dépend potentiellement d'autres recruteurs et recruteuses. Dans ton onboarding, ça va dépendre des RH. En fait, il y a plein de personnes qui viennent entrer en jeu. Qu'est-ce qui se passe dans un environnement où les gens font pas trop l'effort de t'aider et répondre à tes questions? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un environnement où les gens t'aidaient pas en fait? Oui, évidemment que ça arrive et je pense que ça arrivera encore. Ce sont des environnements dans lesquels les choses ne bougent forcément peu ou pas. C'est des environnements dans lesquels il y a peu de remise en question et on prend beaucoup plus de temps finalement à mettre en place un certain nombre d'actions, si tant est qu'on arrive à les mettre en place. Et aujourd'hui, pour moi, ce ne sont pas des entreprises qui vont nécessairement évoluer dans le bon sens. Je n'ai rien contre ces entreprises-là, encore une fois, mais dans l'idée, je fais mon métier pour pouvoir justement laisser une trace et pour faire en sorte justement que ces entreprises puissent s'améliorer. C'est sans prétention aucune, mais en soi, c'est un point important que de me dire que ces entreprises-là sont ouvertes au changement justement. Et si elles ne le sont pas, ça mettra dans ce cas-là, forcément plus de temps en tout cas pour que les choses évoluent dans le bon sens. Ça marche. Dans ta checklist, tu as du coup les gens en premier. Les gens, c'est quoi la deuxième partie? La deuxième partie, le deuxième point, c'est l'organisation, à quoi elle ressemble aujourd'hui et comment elle va évoluer demain. Donc ça, c'est un vrai point aussi sur lequel j'essaye de me faire une idée assez claire. Donc on le fait évidemment avec la direction, de définir et de projeter l'entreprise sur le prochain organigramme. J'essaye aussi d'avoir une petite idée du sociogramme, un petit peu, de la relation aussi que peuvent avoir les gens, comment sont prises les décisions, etc. C'est un point qui est justement important et qui peut aider justement à déverrouiller aussi certaines situations. On croise aussi ces attendus côté recrutement avec des enjeux business, puisque le recrutement aide au business, évidemment. Et ça, c'est pas toujours une idée bien ancrée aussi dans le monde des entreprises pour justement confirmer ces projections ou les challenger. Et puis, c'est une vision qui va évidemment m'indiquer un volume de recrutement, une temporalité et une charge de travail plus ou moins conséquente qui va m'incomber, du coup, parce que si le métier sur lequel je recrute n'existe pas encore en interne ou si la vision du recrutement est peut-être un peu galvaudée, j'aurai forcément un peu plus de travail pour faire passer les bons messages. Clairement, ouais, c'est assez compliqué, mais c'est vrai que quand tu croises du coup la structure et les gens dans cette structure, tu as déjà quand même pas mal d'informations. Et c'est quoi du coup les deux autres points en plus, Là, on a déjà beaucoup de choses. Mais, Oui, il y a déjà en effet beaucoup de choses. Alors évidemment, je couvre pas tous ces sujets à chaque fois et en profondeur, mais ça donne en effet la bonne photo à l'instant T de ce qu'est l'entreprise et de comment elle va évoluer. Les deux autres points sont forcément plus attendu, je dirais, c'est les outils et process d'un côté et l'environnement de l'autre. Donc côté outils et process, comme tu le disais aussi tout à l'heure, c'est que je vais me pencher sur tout ce qui touche de près ou de loin au recrutement, à tout ce qui peut avoir un impact direct ou indirect sur mon action. Alors évidemment, le budget alloué au recrutement, ça c'est pas toujours défini et très clair, mais c'est un sujet qui est important. La possibilité d'externaliser certains de ces recrutements également, ou savoir si l'entreprise l'a déjà fait, pourquoi ça fonctionnait ou pas. Les outils dédiés, les sujets de rémunération, d'intégration, comment sont diffusées les informations et où vais-je pouvoir trouver de la documentation en interne pour pouvoir moi aussi m'appuyer dessus et commencer à documenter également. Et puis donc sur cette partie environnement, c'est les concurrents directs ou indirects, les niveaux de rémunération du marché, les critères de différenciation de l'entreprise, etc. qui vont aussi m'aider à la positionner sur son environnement justement. Ok, trop bien. Donc du coup, tu fais un gros tour entre les gens, l'orga, outils, process, environnement. Ça permet du coup de savoir mieux ce qui se passe et comment tu vas te positionner dans cette mission. Oui. Avec tout ça, du coup, t'es bien parti. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter pour vraiment faire une sorte de checklist initiale et commencer à recruter ? Alors oui, l'important de tout ça, c'est pas simplement faire le tour, je dirais, de l'environnement. C'est vraiment se challenger soi-même. C'est savoir si ce qu'on pense vrai est finalement faux ou inversement. Donc éviter de tomber aussi dans des travers que l'on pourrait avoir ou dans des images que l'on pourrait se faire de l'entreprise comme du métier, qu'elle pratique. Et puis comprendre aussi ce qui a déjà marché, justement, commencer à lister ce qui pourrait fonctionner, mesurer des facteurs de réussite, reproduire les stratégies utilisées, les meilleures stratégies utilisées. Je pense qu'il n'y a pas de solution, encore une fois, de méthode toute faite. Je sais forcément qu'il y aura des ajustements plus ou moins conséquents à réaliser, mais l'idée, c'est vraiment de travailler non pas sur ce que l'on va devoir déployer à titre opérationnel. C'est vraiment d'identifier, pour ma part en tout cas, quels sont les leviers de résistance au changement auxquels je vais devoir me confronter
et donc avoir les idées claires pour ça en amont et un plan d'action à partager sur la façon dont on va avancer. Trop bien. Ouais, en gros, tout ça, c'est vraiment la base avant de commencer à recruter. Donc, ça arrive avant que tu ouvres ton besoin, etc. Carrément. Et ça te permet du coup de faire un tour et de voir à quelle sauce tu vas être mangé. C'est ça. Écoute, trop bien. Merci pour tout ça. Et du coup, donc, tu me disais quand on préparait l'épisode que le slow recrutement, ça marche aussi côté candidat et côté manager. C'est Oui. de côté. En fait, c'est slow avec tout le monde. C'est la team tortue, mais pour la bonne cause. De toute façon, dans le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui gagne à la fin. Ouais, tout à fait. Les lièvres, ils s'essoufflent et ils font n'importe quoi. Ils font trop les fiers. Sur LinkedIn, tu pourrais imaginer la fable moderne. Mais en fait, le problème de tout ça, en fait, c'est que quand du coup tu recrutes, tu t'apprends rien, mais les recruteurs et recruteuses ne sont pas recruteurs et recruteuses. En fait, au final, tu l'as dit au tout début, on travaille toujours pour les autres. Ouais. On travaille rarement pour nous. Pourquoi est-ce que du coup, avec nos clients finaux, que sont les managers ou nos clients, managers chez les clients, qu'est-ce qui fait que ça se passe mal? Alors, c'est vrai qu'on est dans une relation recruteur-manager qui est au centre de pas mal de crispations. Et c'est gentil de dire pas mal de crispations, des fois c'est beaucoup plus. Je suis quand même assez suisse dans mon positionnement. En tout cas, je prends beaucoup de pincettes, mais je pense que ça vient évidemment des deux côtés. Nous, on a évidemment notre rôle à jouer en tant que recruteur. On l'a un peu abordé et je l'ai très souvent rencontré, mais c'est une nécessité d'adopter la bonne posture. Je pense que le recrutement n'a peut-être pas encore la place qu'il mérite dans l'entreprise. Et j'ai fini moi-même par comprendre assez tardivement qu'on pouvait faire bouger les choses. Et ça, c'est un élément important. On peut choisir de rester ou dans une relation top-down qui personnellement ne m'a rien apporté, si ce n'est justement cette fameuse perte en motivation. Et dans ces cas-là, il vaut mieux partir et essayer de trouver, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Certains passent par la case confrontation ou tentent d'imposer les choses et là pour le coup tu me connais Léo, c'est pas du tout dans ma personnalité et ça marche rarement, je pense aussi en effet, et la voie du coup que moi j'ai choisi en tout cas, c'est de tenter de leur faire comprendre qu'ils ont besoin de moi autant que j'ai besoin d'eux. C'est beau, c'est magnifique, on dirait une relation parfaite, tu sais, genre amicale ou amoureuse. J'ai besoin de toi, mais non, c'est moi qui ai besoin de toi. Comment du coup tu fais ça? Comment est-ce que du coup tu crées cette relation, on pourrait dire, de confiance avec les hiring managers? Ouais, alors justement sur ces sujets-là non plus, il n'y a pas de méthode toute faite, mais je tourne quand même cette question-là autour de 3 leviers à mon avis. Donc il y a le sujet de la compréhension, le sujet de la transparence et les sujets de coopération. Alors, évidemment, je priorise la compréhension des métiers en priorité. Je pense que c'est ce qui donne de la légitimité. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un Vie ma vie façon Evelyne Thomas. Donc, je suis désolé pour la référence, ça fait un peu boomer, mais voilà, on aime Evelyne si elle nous écoute. Coucou Evelyne, je suis sûr qu'elle nous écoute, 100%. Parmi les autres aspects que je m'autorise à creuser, il y a une question qui fait office de déclic pour commencer à discuter sur un pied d'égalité, c'est si on n'arrive pas à recruter dans 3 ou 6 mois, il se passe quoi de ton côté? Cette question, elle est très très pertinente. Ouais. Celle-ci, c'est en effet, en tout cas, celle que je mets en haut de ma liste. Oui, pour savoir l'impact en fait. Est-ce que c'est un impact crucial ou est-ce que c'est pas grave au pire? Ouais, complètement. Et donc on peut avoir différents retours au niveau du CA, au niveau du delivery, au niveau des équipes. C'est clairement une question clé pour moi. C'est quoi l'impact de ton côté? Et ça me permet aussi de mesurer des métriques qui sont plus quantifiables que les mots urgence ou priorité et de commencer à planifier parce que évidemment, si on écoute les managers, tout est priorité. Tout est urgent et c'est terrible. Et du coup, après, tu as 12 postes, les 12 sont urgents. Enfin, du coup, tu es là-bas. Non, rien ne l'est si tout l'est. Ou justement, carrément. Tout l'est si rien ne l'est. Exactement. Et c'est très beau aussi. Ok, donc tu as une compréhension. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour comprendre tes managers? Alors, c'est quand même le point principal sur lequel je me concentre parce que ces préoccupations deviennent tout de suite les miennes et je peux embrayer justement plus facilement sur des points qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif fixé. Donc, c'est de comprendre aussi son niveau de maturité côté recrutement. Est-ce qu'il a déjà recruté ou participé à un recrutement? C'est important. Est-ce qu'il est à l'aise avec la pratique des entretiens? Et là, j'en profite aussi pour faire une petite piqûre de rappel sur les bases justement des entretiens parce qu'on en parlait aussi à midi. Mais tout le monde est loin d'avoir les bases aussi en matière de critères de discrimination, en matière de peut-être de connaissance aussi de ses propres biais, etc. qui sont autant de leviers qui permettent aussi de faciliter le travail du manager. Clairement. Donc du coup, tu t'assures, et au pire, tu les formes si jamais ils n'ont pas le niveau. Enfin, au moins sur la base, tu fais un moment dans une boîte, j'avais fait une sorte de mini cours. C'était 25 minutes, montre en main, sur la base avant de recruter. Et si jamais tu avais des gens qui étaient j'ai un entretien, je suis pas prêt, qu'est-ce que je dois faire? Bah du coup, tu prends 25 minutes de ton temps, donc tu te bloques un créneau de 30 minutes et tu vois tout. Et c'était le minimum du minimum. Donc typiquement, éviter les questions discriminantes, arriver avec le sourire, arriver à l'heure, etc. La base de la base, et ça suffisait souvent à sauver
la plupart des situations. Après, si tu veux les former plus, il faut plus d'heures, mais tu peux au moins les former à ça. En effet, trop bien. Ouais, complètement. Et tu vois, chez mon client du moment, BPCEIT, les managers sont régulièrement sensibilisés aux bases et ça nous aide en effet d'aller plus vite dans l'atteinte un certain niveau de maturité côté recrutement. Ok, trop bien. Donc, tu comprends du coup tes managers, tu comprends à la fois leurs besoins et tu comprends leur niveau, où est-ce qu'ils en sont, donc d'où est-ce qu'ils partent en recrutement. Ouais. Tu sais d'ailleurs qu'un manager qui aurait été, je sais pas, qui serait à un niveau assez avancé, va être plus utile pour toi dans ton quotidien que quelqu'un qui commence, où là c'est l'inverse, toi tu vas l'aider justement à se développer. Exactement. Donc une fois que tu as compris, qu'est-ce que tu fais ? Tu avais 3 leviers, je crois. Le deuxième, c'est quoi ? Le second levier, c'est la transparence, du coup, et pour moi ça passe par la mise à disposition de chiffres qui parlent, évidemment, mais aussi par de la régularité. L'idée, c'est de fixer avec chaque manager un rythme de collaboration et un canal de communication à privilégier. Donc, on les connaît, Teams, Slack, mail, etc. Mais c'est pour leur permettre d'avoir aussi le meilleur regard possible sur ce qui est fait et de ne pas les laisser, évidemment, sans réponse, sans solution, face à un besoin qui serait plus ou moins urgent. Trop bien. Ok, donc deuxième chose, transparence, tu les informes. Ouais. Et ton troisième et dernier levier ? C'est le niveau maximum, c'est le boss ultime. Ça permet en effet au manager de comprendre mes propres enjeux côté recrutement et de mettre la main à la pâte pour pouvoir avancer ensemble. Encore une fois, chez mon client du moment, les résultats sont quand même assez bluffants, tu vois, parce que les managers sont clairement... pour la plupart, travaillent avec moi sur le recrutement. Ça me permet d'avoir un funnel plus petit mais plus quali, un meilleur taux de closing. Et moi, de mon côté, je peux aussi me concentrer sur des enjeux de diversité, notamment dans un objectif de féminisation des effectifs. Donc ça, c'est un point hyper intéressant de se dire que au travers, par exemple, du pair sourcing ou de sujets comme cela, que les managers vont pouvoir aussi m'aider à moi me libérer du temps pour pouvoir faire des actions aussi de sourcing beaucoup plus centrées sur un sujet en particulier. Du coup, tu vas aller vraiment collaborer avec et j'aime bien quand tu dis la main à la pâte. Ce que tu dis, c'est par exemple que tes managers vont faire du sourcing avec toi, ou voire même à ta place en tout cas. Ils vont être autonomes et donc parce que du coup, tu les as compris, parce que du coup, il y a une transparence et du coup, ils te font confiance. Il y a derrière cette dernière chose où vous travaillez ensemble vers le même objectif, quoi. Tout à fait. Trop bien. Trop intéressant du coup comme méthodo. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que du coup tu peux faire là, dès maintenant, à la fin de ce podcast, dans quelques minutes, dans des dizaines de minutes, ou est-ce qu'il faut un peu de temps pour arriver à un niveau de slow recrutement suffisant ? Non, je pense que pour moi, il faut du temps, évidemment, pour plusieurs raisons. Parce que la première, je ne suis pas là pour imposer, comme je te le disais. Donc la tendance et le goût pour le changement est plus ou moins prononcé en fonction des environnements dans lesquels on est. Je suis là plutôt pour prouver que les choses fonctionnent, donc prouver par A plus B qu'en étant justement bien préparé, on avance mieux. Et pour ça, il faut que je crée et que je maintienne une dynamique, que je la documente, parce que je sais que tout ne marchera pas toujours comme prévu. Et nécessairement, dans ma peau de RPO, ma mission devra un jour ou l'autre s'arrêter. Donc ce sont autant d'éléments sur lesquels il faut que j'accompagne l'entreprise pour que tous ces changements soient solidement ancrés. Et pour ça, il faut en effet que je porte mes réflexions et mes résultats aussi haut que possible dans la hiérarchie, ou en tout cas que je les diffuse le plus largement possible au reste des équipes. Ok, donc ça prend du temps pour le faire, mais c'est logique, hein, et puis c'est le thème, le slow recrutement. Ouais. Et c'est vrai que la confiance avec le manager, des fois, ça prend des mois, voire des années, à force de patience, de diplomatie et d'accompagnement. Mais du coup, en effet, toi, en tant que RPO, t'as pas en fait ces années devant toi, des mois oui, des années non, et c'est là où du coup, c'est peut-être un peu compliqué. Ouais, Comment tu fais quand tu sais, je sais pas, t'as une mission, admettons, de 6 mois. Comment tu fais pour à la fois gagner la confiance sans précipiter les choses ? Alors justement, on n'arrive pas toujours à gagner la confiance. C'est ce qu'on... J'abandonne. non, alors j'abandonne pas. En effet, il faut aussi, malgré tout, en tant que RPO, qu'on se concentre sur l'opérationnel, et ça c'est un point important. On a des recrutements à réaliser, etc. Et je pense qu'on doit trouver le savant équilibre justement entre cette partie opérationnelle et cet objectif de recrutement qui est le nôtre, et la capacité aussi pour l'entreprise de pouvoir poursuivre dans des recrutements efficaces demain lorsqu'on ne sera plus là. Tu vois, tu évoquais en effet des temporalités qui sont assez proches de ce que l'on fait. Nous, on est sur des missions entre 3 et 6 mois en moyenne. Sur ma première mission de 3 mois, on commençait tout juste en effet à rentrer dans des sujets d'entretien, de scorecard, de pouvoir en tout cas jauger des compétences des candidats et des attendus de la même manière entre chaque manager.
Donc on était déjà sur des réflexions qui étaient assez avancées, avec des niveaux de maturité qui n'étaient pas nécessairement très forts à la base, mais qui leur ont permis du coup de commencer en effet à se poser les bonnes questions pour pouvoir poursuivre demain vers une voie qui leur aidera, j'en doute pas, à gagner un peu de temps. Ok, donc ouais, en fait, à chaque fois, tu vas t'adapter aux différents maturités d'entreprise, différents objectifs, différentes situations dans lesquelles tu vas te trouver. Carrément. Par rapport à tes clients. Du coup, là, tu nous as dit côté manager, côté entreprise, comment du coup est-ce qu'on devient plus slow, un peu la slow life côté entreprise. Est-ce que ça marche aussi côté candidat? Est-ce que ça existe le slow recrutement côté candidat? Et surtout, ça ressemble à quoi chez toi dans ta pratique? Alors, c'est un sujet, du coup, la relation avec le candidat qui semble assez simple à traiter sur le papier, parce que fournir une expérience convenable au candidat, c'est du bon sens quand on est recruteur. Ça paraît la base. Ouais, exactement. Et pourtant, tu vois, il y a une récente étude de Yago avec Mokaker sur la santé mentale des candidats qui est sortie récemment, qui nous montre justement que cette expérience n'est pas du tout à la hauteur et qu'elle est souvent d'ailleurs anxiogène, stressante, voire déceptive. L'idée, c'est évidemment de jeter la pierre sur personne, encore une fois, mais on voit trop souvent des recruteurs qui agissent comme des pompiers en réaction à une urgence. Et là, on leur demande éventuellement de se concentrer sur son seul objectif, c'est celui de clôturer des recrutements. Et je pense que justement, par rapport à ça, le slow recrutement aide à peut-être se reconcentrer un petit peu sur les bases, sur ce qui doit être important quand on est recruteur. Parce que pour moi, sacrifier la relation candidat pour justement gratter du temps, c'est plutôt se tirer une balle dans le pied. La manière dont tu évoquais le slow recrutement à l'époque me paraissait relativement intéressante parce que justement, elle était très axée, très centrée sur comment j'entretiens mon vivier de candidats, comment je prends soin aussi des relations que je crée. Là, on est plutôt justement dans une démarche qui me paraît être un peu inverse, c'est-à-dire qu'on réduit au maximum la durée des échanges, qu'on automatise très fortement le sourcing, les relances, les refus. Je trouve que c'est quand même assez contre-productif et qu'il y a encore une fois des arbitrages à faire et un équilibre à trouver, d'autant plus qu'on n'est pas exempt non plus de tout reproche côté recruteur et je me mets évidemment dans la boucle sur d'autres sujets qui sont aussi de notre responsabilité. Tu vois, c'est rédiger des annonces qui donnent envie. Pourquoi pas construire un guide d'entretien pour donner de la visibilité sur les process, développer la cooptation, animer un vivier. Ce sont autant de points sur lesquels on a des actions à mener côté candidat et que aujourd'hui on met trop facilement à la trappe, qu'on fait passer en second plan parce que toujours plus vite. Exactement, parce qu'il faut qu'on fonce et qu'on délivre au maximum. Donc évidemment, je ne suis pas là pour donner des leçons, encore une fois, mais juste pour vous partager ce que j'ai moi-même appris dans la douleur, c'est qu'on ne gagne jamais de temps pendant un process de recrutement. On dépense avant ou après. Et pour moi, le succès, c'est quasiment totalement lié à la pertinence de la stratégie que l'on va déployer, évidemment, avec tous les points que je présentais précédemment, et à une collaboration efficace avec un manager bien préparé. Donc lever le pied, c'est aussi se questionner au bon moment sur le process de l'entreprise, les process de l'entreprise pour l'améliorer et réfléchir à nos pratiques pour les faire évoluer. Ouais, clairement, tu t'as touché du doigt le mot magique, c'est le mot vivier dans le slow recrutement. Tu vois, le but, c'est d'arrêter de dire aux gens, enfin, t'as trois problèmes, je dirais, là-dessus. Et tu vas me dire, enfin, je suis curieux de voir comment toi tu fais pour les résoudre. Le premier, c'est que du coup, souvent, on voit le recrutement un peu comme tu jettes les candidats, c'est un peu comme des pailles à usage unique. Tu te sers du candidat et tu l'oublies. Et du coup, on pense pas qu'on pourra les recontacter demain. Et du coup, le deuxième qui est là, c'est que souvent, les ATS sont pas faits pour entretenir du vivier. Et du coup, on oublie de faire un système de tag ou autre pour du coup pouvoir suivre 6 mois, 1 an, 2 ans après des mêmes candidats. Du coup, le troisième problème de ça, c'est quand tu as un vivier qui existe, plein de gens ont un vivier qui existe, ils l'entretiennent pas. On ne parle jamais aux gens et 3 ans après, tu vas arriver comme une fleur. Bonjour, il y a 3 ans, tu étais en process, ça marche pas. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils à donner pour alimenter justement un vivier? À la fois, comment est-ce que tu mets des gens dans un vivier et aussi, du coup, comment est-ce que tu les entretiens au quotidien? Quel type de relation, quelle fréquence pour que les gens, du coup, développent ce slow recrutement avec leurs candidats? Ouais, complètement. Alors, en termes de fréquence, ça dépend en effet je dirais de l'environnement de l'entreprise dans lequel on est et des outils évidemment que l'on peut tous utiliser. Les jours. Bonjour, c'est moi. Bonjour, demain ça sera encore moi, imagine. Ce serait terrible. Oui. Je pense en effet. Non, je pense que c'est pour moi entretenir un vivier, ça passe par un contact, je dirais tous les 3 mois. Alors évidemment, ça dépend encore une fois des postes et je dirais de la rareté des postes sur lesquels on recrute et de l'importance que l'on peut accorder à tel et tel profil. Mais tous les 3 mois, ça me paraît être un rythme qui est raisonnable. Justement, alors tu évoquais de potentiels outils. Il y a des ATS qui font très bien le travail
travail qui peuvent permettre en effet de mettre des tags, voire même des rappels justement pour rester en contact avec les candidats. Moi, j'utilise Folk, du coup, qui est un outil que tu connais un petit peu, ou voire même très bien. Donc, coucou Morgane. Et c'est un outil, du coup, qui me permet en effet d'avoir un enrichissement automatique et quelques campagnes qui sont... que j'ai déjà pu mettre en place en fonction des possibles changements de poste de ces candidats. C'est d'aller aussi à leurs nouvelles, de prendre de leurs nouvelles justement pour savoir comment se passe leur nouvelle aventure. C'est éventuellement aussi d'avoir des idées de, je sais pas, des dates d'anniversaire que l'on peut retrouver assez facilement sur LinkedIn. Ça peut être aussi tout simplement des nouveaux articles ou des nouveaux posts que ces personnes publient, sur lesquels on peut évidemment rebondir, alors que ce soit évidemment en commentaire, voire même en off. Et puis c'est voilà, tous les éléments en tout cas qui nous ont permis à minima de créer du lien. Donc je sais pas, des passions communes. Alors avec moi ça va être limité parce qu'on a parlé uniquement de football. Le foot, voilà. Et les balles de massage. Et les massages. Je trouve un truc. Complètement. Mais il y a évidemment énormément de sujets et de leviers qu'on peut activer. Et je fais aussi le lien avec cette question de volume, parce qu'il est aussi question de slow recrutement. C'est peut-être aussi bien définir justement le nombre de personnes et le volume qu'on peut gérer plutôt que de vouloir relancer à chaque fois 150-200 personnes. On peut avoir en effet un vivier qui est beaucoup plus précis de personnes qui sont peut-être assez proches de pouvoir potentiellement prétendre au poste que l'on peut leur proposer et avec qui on peut avancer quand même malgré tout sur du long terme. Trop bien. Et en effet, c'est vrai que Folk est sympa pour ça en termes d'outils. Enfin, ce qu'on appelle du coup un CRM recrutement. Au final, c'est, tu vois, j'en sais en plus, en complément d'un ATS. Tu as du coup HireSuite que tu connais du coup sûrement en CRM qui marche très bien aussi pour cet usage-là. Tu as même des outils dédiés comme du coup Limia. Je sais pas si tu as entendu parler de celui-là, c'est LYMIA, où vraiment c'est pour chercher dans ton vivier. Donc ça va encore plus loin et en gros, ça va te mettre en base de données ton vivier et tu entres un profil. Par exemple, je veux que tu me trouves les 10 personnes qui ressemblent le plus à Aurélien dans mon vivier de candidats et il va te chercher les candidats qui correspondent à qui tu as déjà du coup parlé. Donc ça évite de sourcer à l'externe, d'aller chercher des gens nouveaux. Donc tu as des gens. Et tu as même la plupart des ATS qui ont des fonctionnalités. Alors je dis pas qu'ils en ont des fonctionnalités qui sont très efficaces de CRM et de tag. Je sais que du coup, moi, quand j'utilisais Team Tyler, c'était largement suffisant pour la plupart de mes besoins. Et du coup, en taguant bien, en ayant ce réflexe de le faire régulièrement et en faisant des petites campagnes nurturing, tu vois, tous les 3 mois, 6 mois, tu pouvais prévoir des petits mails qui étaient envoyés. Tu as ce côté justement marketing qui est rajouté au côté recrutement. Et ça, en effet, qu'on ait un CRM, qu'on ait un ATS qui fasse tout le boulot comme Team Tyler ou autre, dans l'absolu, tu nourris ton vivier sur le long terme et du coup, tu fais du slow recrutement et tu recrutes des gens des années après. Exactement. Trop stylé. T'as tout dit. Écoute, merci pour ça. C'est toi qui as tout dit. Moi, je t'ai résumé ce que tu venais de dire en rajoutant des outils en plus. Écoute, trop bien. En guise, je dirais, de troisième partie / conclusion, est-ce que du coup, si on fait du slow recrutement, on a craqué le game et on réussit à 100% tout notre recrutement? C'est la solution miracle aujourd'hui? Alors, une solution, une question à la Delahousse. Est-ce que c'est la solution miracle aujourd'hui en 2023? Alors, absolument pas. Tu vois, on risque de je pense pas, évidemment. Sinon, je ne serais peut-être pas là. J'ai l'impression d'avoir enfoncé pas mal de portes ouvertes du coup depuis le début de la discussion. C'est essentiellement pour partager en effet des pistes de réflexion qui guident mes actions, qui engagent les parties prenantes et moi me met d'emblée dans une démarche d'amélioration continue. Mais je ne travaille évidemment pas dans mon coin et il me faut un minimum de soutien pour mettre en place ce genre de démarche. Tu l'auras compris. Il y a beaucoup de parties prenantes dans le slow recrutement. J'en ai fait moi la meilleure expérience, c'est-à-dire le côté vraiment un peu dark de tout ça, où justement un des clients m'avait demandé de déployer un pipe de recrutement cohérent dans un environnement qui pour moi était relativement dysfonctionnant. Sympa. Ça donne envie. Ouais. Et autant te dire que j'ai eu l'impression d'essayer de remplir un panier alors que je savais pertinemment qu'il était percé. Et pas qu'un peu, du coup. Et justement, dans ces cas-là, et dans le cadre de la démarche que je présente, j'avais pas énormément de solutions. C'était ou continuer d'abonder en candidats, ou en effet chercher les problèmes et tenter de les fixer. Et malheureusement, donc chez ce client, je n'ai jamais eu le feu vert attendu, malgré les différentes alertes, chiffres à la pluie, pour des raisons évidemment qui m'échappent encore. Mais oui, j'ai quand même pu avancer sur la partie opérationnelle. On a pu, malgré tout, et dans la douleur, recruter la majorité des profils souhaités. Mais finalement, ça ne ressemblait pas bien mieux à ce que je faisais il y a une dizaine d'années. Et au final, que ce soit du côté de cette entreprise ou de mon côté, aucun de nous deux n'aura malheureusement progressé.
Et là, tu viens de déprimer tout le monde. En fait, tout ce que je vous dis depuis 40 minutes, ça sert absolument à rien. Vous allez vous viander, vous aurez des clients tout pétés. Non. Est-ce que du coup, tu aurais une conclusion positive à cet état des lieux négatif sur ce client à ce moment donné, qui n'est qu'une facette de ton job de recruteur, évidemment? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu de love pour finir l'épisode? Évidemment. De nous déprimer. Non, mais du love, j'en ai à revendre. Évidemment, tu me connais aussi, je suis pas du genre à m'arrêter à la première difficulté. Sinon, je ferais pas ce métier. Ça, c'est évident. Mais pour moi, donc c'était en effet un client sur lequel on n'avait pas perçu qu'il y avait peut-être, ou pas suffisamment bien perçu, qu'il y avait une grosse résistance au changement. Je pense qu'il avait aussi envie d'avancer dans une direction qui n'était pas peut-être la bonne pour lui. On arrivait peut-être trop tôt. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer. En effet, mais plein de raisons. Quand même ce métier. Pourquoi? Mais évidemment, j'aime ce métier et je pense qu'on est aussi dans un univers qui est très riche. On en parlait aussi à midi, mais très complexe et c'est forcément prenant. Et moi, c'est ce qui me fait encore vibrer, tu vois. C'est aussi ce qui me fait suer, d'ailleurs. Tu l'évoques souvent avec Élise, mais on a une approche... vous œuvrez, on va dire, vous travaillez pour valoriser l'approche holistique du métier. Les T-shaped. Exactement. La diversité des sujets à traiter et les parcours, du coup, font aujourd'hui qu'on a beaucoup de recruteurs qui sont très différents aussi et qui ont autant à apporter dans le métier que j'ai pu le faire moi avec peut-être ma fibre de communicant. Je pense qu'il faut chercher à mieux se connaître et à creuser cette singularité-là plutôt que d'essayer de rentrer dans un moule qui ne nous convient pas. Et moi, comme je vous le disais, faire du volume aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas, en tout cas sans pour autant y avoir donné le sens adéquat et donc les bases qui me permettent de bien faire mon métier. Et je pense que c'est vraiment sur cet aspect que le slow recrutement peut aider, c'est définir ce qui nous anime en tant que recruteur, quelle est notre spécialité, renforcer la compétence que l'on peut avoir et trouver justement des relais pour créer des complémentarités. Aujourd'hui, on est quand même sur un métier qui se segmente malgré tout, parce qu'on a des sourceurs, on a le Recops qu'on évoquait aussi à midi, on a pas mal de sujets comme ça sur lesquels on peut avoir de l'aide, du soutien. J'ai des collègues qui sont peut-être très forts sur le sourcing et qui auraient peut-être besoin d'aide aujourd'hui sur d'autres sujets. Et on a aussi la chance de pouvoir s'entraider chez Avisio. Et c'est un point assez fort chez nous, quoi. Trop bien, d'apprendre les uns des autres. Et du coup, c'est vrai que tu as des gens qui ont des approches différentes. Est-ce que tu as des recruteurs autour de toi ou des recruteuses que tu vas admirer du coup par rapport à ça et qui font des choses chouettes? Ouais, évidemment. Je pensais d'ailleurs à l'épisode que tu as enregistré avec Maxime Lebras. Yes. Salut Maxime. Exactement. Avec qui j'ai eu l'occasion d'ailleurs de papoter assez brièvement. Et j'ai beaucoup aimé son approche en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Ouais. Et je pense que c'est vraiment sa particularité du métier, tu vois. Moi, je ne suis pas sélectionneur de l'équipe de France, hein, loin de là. Par contre, ça doit être en effet kiffant de bosser avec ce genre de boîtes comme Alan qui ont vraiment un gros degré de maturité, un vrai degré de maturité sur ces sujets, ou avec certaines personnes que tu connais aussi comme Nathan Larose, je pense à Paul aussi, Mouchet, incroyable, Alban Martineau aussi que tu connais peut-être moins, je connais pas Alban, non. Chez Decathlon, qui ils sont en effet des machines de guerre, et d'ailleurs ils peuvent m'appeler à tout moment pour une petite mission de quelques semaines dans leurs équipes et ça sera avec plaisir. Mais moi clairement, tu vois, ma particularité et mon combat il est ailleurs, c'est de faire évoluer les pratiques et le regard porté sur le recrutement, structurer ce sujet, le rendre impactant, une boîte à la fois. Tu vois, j'ai l'impression de démarrer je dirais à l'année 1 d'Alan ou d'autres de ces boîtes qui ont aujourd'hui en effet une partie people et recrutement qui est très forte. Moi, je me sens légitime en effet pour aider les entreprises à mettre le pied à l'étrier. Et pour ça, tu vois, je suis persuadé qu'on n'y arrivera pas tout de suite à coup de scorecard ou de chat GPT. Il n'y a aucun outil ou environnement qui doit nous faire perdre notre bon sens, notre esprit critique et surtout notre envie d'apprendre et de comprendre. Et comme le disait dernièrement du coup Hélène, justement dans un de ses posts, c'est avant de courir, il faut apprendre à marcher. Je pense qu'on peut en effet prendre le temps de se poser sur ces questions, de réfléchir pour de bon sur ces enjeux people et de travailler dans la durée. Donc tu vends des macarons, c'est ça? Pourquoi? Travailler dans la durée. Je l'avais pas. C'était très nul. Là, ça mériterait le petit truc de tambour là. Tout
Merci. Non, en vrai, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui peuvent nous inspirer. Il y a plein de manières de faire et d'apprendre. Et c'est aussi ce qui rend ce métier fascinant. Enfin, on en apprend tous les jours et de plein de gens différents et de plein de choses. Et il y a plein de nouvelles. Tu parlais du récop, tu vois, de nouvelles manières de faire qui agissent en termes d'outils. Tous les jours, il y a un nouvel outil qui sort, clairement. Notamment avec l'IA générative, tu as 12 000 choses qui vont exister. Merci du coup pour tout ça. Comme tu sais, à la fin de chaque épisode, donc là, tu nous as exposé ta vision du slow recrutement, hyper intéressante avec plein d'exemples concrets, côté manager, côté entreprise, côté candidat. Pourquoi c'était cool de le faire, malgré du coup les échecs qui a pu arriver. Mais on a tous des boîtes dans lesquelles ça se passe pas bien. Et c'est ça où du coup on se renforce et Évidemment. du coup on grandit. Comme c'est chaque fin d'épisode, moi je pose trois questions à mes invités pour pas avoir aussi tu vois, moi, à faire ma veille sur le contenu. Hein. Du coup, c'est un peu de la fainéantise, on aime bien. 3 questions. La première, c'est un contenu que tu pourrais me recommander. Ça peut être un article, un podcast, une newsletter. De quoi tu veux me parler? Ouais, alors je sais que tu connais énormément de choses, Léo. Et donc, le monde entier, je connais tout. C'est ça, exactement. 100%. On m'appelle le Wikipédia dans le milieu. C'est pour ça que j'ai voulu creuser. Et visiblement, je suis allé quand même assez loin sur le sujet. Non, c'est une news que je reçois et c'est une des rares news d'ailleurs que j'ouvre avec beaucoup de plaisir. C'est celle de Lucie Ronfaux qui s'appelle Règle 30. C'est sur l'actualité tech et la culture web avec un point de vue féministe et inclusif. C'est le genre de ressources, tu vois, qui m'aide à prendre du recul sur un secteur en particulier et justement de comprendre avec un point de vue très différent ce que peuvent vivre notamment les femmes au global dans ce secteur-là. Et c'est très enrichissant et l'angle de vue est toujours très sympa, donc je te recommande ce contenu. Trop bien. Écoute, donc la règle 30 de Lucie Ronfaux. Ouais. Est-ce que du coup il y a une personne que tu aurais à me recommander alors pour suivre cette actualité, voire pour un jour l'inviter dans le podcast, pourquoi pas? Alors il y en a pas mal. T'en as déjà cité déjà une bonne dizaine. J'en ai encore pas mal en stock. Je sais que tu as papoté aussi pas mal avec mes camarades de jeu lyonnais. Il y en reste un qu'on n'entend pas assez à mon sens et qui est pourtant très bon dans ce qu'il fait, c'est Virgile Ferrand, que tu as déjà pu croiser, il me semble. Et il a fait une interview avec Élise sur l'automatisation. D'ailleurs on remettra je pense le lien parce qu'il a fait une vidéo, c'était en 15 minutes, une démo de comment utiliser Make pour automatiser le recrutement, c'était dingue. Il est très très fort et il est aussi fort que timide. Donc il faut aller chercher Léo, il faut aller toquer chez lui. Tu peux y aller. Je pense évidemment à d'autres personnes, mais à ma RH du moment, chez le client. Alors c'est pas pour renouveler ma mission. C'est Laure Boja, qui est humainement parlant sans doute la meilleure manager que j'ai rencontrée. Voilà. Et je tenais à lui faire cette petite dédicace. Et puis je pense aussi à Nathalie Pro, qui est sur Nantes, qui était dans le recrutement, qui a basculé, qui commence à prendre des fonctions RH dans sa nouvelle entreprise. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec elle récemment. On ne s'est jamais rencontrés, mais je suis convaincu qu'on se ressemble beaucoup. Ok. Voilà. Quelle idée de passer du recrutement au RH, vraiment. Je sais pas. Ouais. Et je lui demanderai à l'occasion. Quelle mouche l'a piqué. Nathalie, quelle mouche l'a piqué. Merci pour ces recommandations. Je vais aller voir du coup ce que font Laure et ce que font Nathalie. Est-ce que du coup tu aurais pour la fin une série, un film à me recommander? Alors ça peut avoir un lien avec le recrutement ou pas du tout. Tu peux me parler de Peppa Pig si tu veux. Qu'est-ce que tu aurais à me recommander? Alors ça a du lien, un petit lien avec le recrutement. Ma série du moment, c'est sur Crunchyroll, donc c'est la fameuse plateforme d'anime et de manga d'ailleurs. Je me suis abonné récemment à celle-ci pour suivre les lectures de mon fils. Lui, il est fan de manga et il va beaucoup trop vite pour moi, donc tu vois, ça me permet de récupérer le retard. Ça s'appelle Ranking of King. Donc c'est l'histoire d'un prince qui s'appelle Boji. Qui va devoir prouver à tout le monde qu'il mérite de prendre la succession de son père. Sauf que Boji part de très loin. Il est petit en taille, il est sourd, il est muet. Mais pour le coup, c'est un anime qui explore justement des sujets comme la confiance en soi, l'acceptation des autres, l'injustice, l'intolérance, l'amitié et la persévérance face aux obstacles. Et pour moi, c'est un anime qui est très cool. C'est mignon, c'est pas aussi léger que ça en a l'air. Et c'est rempli d'émotions. Bref, ça me ressemble beaucoup. Trop bien. Écoute, trop bien. Je suis en train de regarder au passage la petite tête. Il est gentil ce petit. Il est très sympa. Il est très sympa. Et en même temps déterminé. Tu vois, genre il a une tête gentille mais déterminée. Exactement. Et tu vois, sa gentillesse est très souvent pris pour de la débilité d'ailleurs. Bien sûr. Mais en soi, c'est quelqu'un qui ne lâche rien et qui veut atteindre cet objectif-là et qui s'en donne les moyens.
C'est vrai que c'est bien connu souvent que la gentillesse, c'est très mal vu. C'est presque même un défaut quand tu penses que ça Ouais, fait aucun sens en entreprise. Bref, écoute, merci beaucoup pour tout ça, Aurélien. Merci pour ces 3 références. Et du coup, je vais aller voir Ranking of Kings. C'est super. Je pourrais en faire un post sur la diversité et l'inclusion à travers. Voilà. Merci pour tout ce que tu nous as donné dans cet épisode. C'était hyper intéressant, hyper riche. Et surtout, ça ouvre justement, ça pousse les bonnes portes. Après, libre aux gens d'aller s'aventurer ou pas dans les portes que tu as ouvertes. Mais du coup, tu es arrivé, tu as donné les clés à tout le monde. Et maintenant, on va voir comment on pourrait mettre tout ça en place. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Pas forcément. Pas forcément est ton mot de la fin. Voilà, donc, exactement. Pas forcément par Aurélien. Écoute, merci pour ça. C'était canon. C'était canon. Je mettrai en description évidemment ton profil LinkedIn pour les gens qui veulent te contacter. Et du coup, je te souhaite une très bonne après-midi. Je te dis à la prochaine. Et à très bientôt, Léo. Merci à toi. À bientôt, Aurélien. Salut. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.